Oh, un ultra, c'est simple. C'est un homme pour qui il n'y a pas de problème, étant donné qu'il n'accepte aucune autre solution que le statu quo. Le statu quo en Algérie. C'est-à-dire en réalité l'inégalité entre les deux communautés, et c'est-à-dire en fait la domination de l'élément européen sur l'élément musulman. Maintenant, juste en passant, ça m'amène à une question. Pourquoi ces gens-là se sont-ils jetés à corps perdu alors dans ce qu'on appelle l'intégration, qui voudrait dire l'égalité? Eh bien, pour eux, enfin, à première vue, qui a l'air de vouloir dire égalité. C'est là évidemment la grande équivoque du mot intégration. Lorsqu'ils pensent à intégration, les ultras ne pensent qu'à l'intégration de l'Algérie à la France, c'est-à-dire le rattachement de la France à l'Algérie. Mais c'est pas fait depuis 100 ans, ça, les départements et tout ça. Oui, c'est si peu fait quand même que la question se pose. Qu'il y a actuellement encore un gouvernement général d'Algérie, il n'y a pas un gouvernement général de Bretagne. Enfin, en réalité, et c'est évidemment la source de toutes nos difficultés, et peut-être même la cause de la guerre, en 100 ans, ou presque, on n'a rien fait en Algérie. On est arrivé, on l'a occupé, on l'a organisé, puis on s'est endormi. Et c'est seulement à partir de 1954 qu'on a découvert que l'Algérie n'avait pas, sauf peut-être dans les villes, suivi l'évolution contemporaine. Et toutes les difficultés viennent de là. Seulement, les ultras ont le sentiment que la moindre concession faite engage sur la voie de l'abandon. Que d'une légère concession, on passe à une concession plus lourde, et que de concession en concession, on arriverait à l'abandon. D'autant plus qu'ils savent tout de même compter. Et si aujourd'hui l'intégration est encore possible, enfin théoriquement possible, il est bien certain que dans une génération, lorsqu'il y aura 14 millions de musulmans et toujours ou presque 1 million de Français, on pourra difficilement maintenir que l'Algérie est comparable à la France. Mais l'intégration signifiant, enfin comme on a dit par exemple, Algérie égale Bretagne ou égale Auvergne, ça voudrait dire aussi 100, et à mesure que la natalité monte, 125 ou 150 députés musulmans arabes dans votre Parlement, est-ce que c'est humainement concevable? Ben, ça ne paraît pas concevable du tout. C'est d'ailleurs pourquoi le général de Gaulle est hostile à l'intégration. Je disais tout à l'heure, il a des intentions libérales. Il a simplement des intentions, c'est simplement un homme intelligent. Il se rend parfaitement compte que l'intégration, comme l'entendent les ultras, est impossible. Et c'est pourquoi il se refuse à prononcer le mot, parce qu'à partir du moment où il aurait prononcé le mot, il serait engagé, de même qu'il refuse de prononcer le mot indépendance. Alors, cette vérité de la palisse apparente qu'il a dit l'autre jour, les musulmans sont des musulmans, ça implique qu'au fond, il reconnaît que l'Algérie et la France, c'est deux choses. Observez d'ailleurs qu'il me dit toujours les Algériens ou l'Algérie. Il ne dit pas les Français ou les musulmans d'Algérie. Il dit, et cet après-midi encore, il a dit que la France serait avec l'Algérie et l'Algérie serait avec la France. Il fait donc dans son esprit une distinction bien nette entre la France et l'Algérie. Mais si le général de Gaulle parvient à neutraliser la résistance que sa politique pourrait susciter chez les Européens d'Algérie, il lui restera encore à gagner chez les musulmans d'Algérie, ceux qui, au fond d'eux-mêmes, ne se contentent pas d'une simple distinction entre l'Algérie et la France, mais qui rêvent encore d'indépendance. Et de ces gens-là, il y en aurait, paraît-il, et très nombreux, parmi ces millions qui ont voté oui au général de Gaulle le 28 septembre. En tout cas, c'est ce que soutient une femme qui est une gaulliste enthousiaste, mais qui est aussi une autorité reconnue et respectée de tous sur les problèmes algériens, Madame Germaine Tillon. En réalité, à partir du moment où il y a une aspiration profonde vers une indépendance politique, à ce moment-là, l'intégration devient impossible. Or, c'est ça qui se produit. Est-ce qu'elle est profonde, justement? Vous les avez connus, vous avez évoqué récemment ce jeune du FLN que vous avez rencontré, par exemple, à Alger. Et c'était un jeune, mais c'était aussi le chef de toute la région d'Alger. En réalité, cette aspiration vers l'indépendance, chez les uns, elle est très profonde, ceux qui sont les membres actifs du FLN. Mais chez d'autres, elle est plutôt une solidarité avec eux qu'une aspiration commune. Par exemple, la famille en Algérie est une famille très forte, très vigoureuse et très nombreuse. Moi, je connais des quantités de familles algériennes. Et je ne connais pas de familles dans lesquelles il n'y a pas un membre qui est du FLN, et même quelquefois un membre qui est dans le sens contraire du FLN. Alors tout le reste de la famille se trouve non pas partagé, c'est très rare, il se trouve surtout du côté de la victime. Par exemple, si vous avez une famille où il y a le père
qui a été victime du FLN, vous verrez une famille entière qui virera contre le FLN. Alors, c'est un peu comme à l'oriental, quoi. La famille, avant tout, est solidaire. C'est l'unité essentielle. Mais non, c'est pas l'unité essentielle, car actuellement, il y a aussi une aspiration nationale. Il y a une aspiration vers une unité, vers une communauté. Et alors, comment expliquez-vous le vote de 97%? Est-ce qu'il voudrait dire simplement que les musulmans ont voté oui parce qu'ils espèrent que De Gaulle va leur donner l'indépendance? Mais oui, pourquoi pas? Ah bon? C'est ça, vous pouvez être sûr qu'il y en a une grande partie qui ont pensé ça. Mais évidemment, s'ils ont pensé ça, ils sont obligés de déchanter maintenant, puisque l'autre jour à Constantine, le général de Gaulle a promis l'égalité, mais pas l'indépendance. Et alors, ceux qu'on appelle le FLN ou les Fellagas, les combattants du maquis rebelle, qui sont soutenus et armés par tout le reste du monde arabe, et qui viennent de former il y a quelques jours un gouvernement en exil au Caire, en jurant de combattre jusqu'à l'indépendance, quelle sera maintenant leur réponse à une politique généreuse, de fraternité, mais sans l'indépendance? Quelle sera leur réponse à cet appel à la fois logique et passionné qui leur a été adressé directement? Je leur dis à ceux-là, pourquoi tuer? Il faut faire vivre. Pourquoi détruire? Le devoir est de construire. Pourquoi haïr? Il s'agit de coopérer. Cessez ces combats absurdes. Et aussitôt, on verra l'espérance refleurir partout sur les terres de l'Algérie. On verra se vider les prisons. On verra s'ouvrir un avenir assez grand pour tout le monde, en particulier pour vous-même. Et puis m'adressant à tels États qui jettent ici de l'huile sur le feu, tandis que leur peuple douloureux halète sous les dictatures, je leur déclare ce que la France est en mesure d'accomplir ici, ce que la France seulement est en mesure de réaliser. Pouvez-vous le faire, vous autres? Non. Alors, il reste à voir si cet homme, qui est à coup sûr l'incarnation d'elle-même la plus impressionnante que la France puisse s'offrir en ce moment, il reste à voir s'il est capable de réussir ce miracle qui, à notre époque, n'a pas encore été réussi nulle part. Ce miracle qui serait de marier des courants très puissants et contraires, de concilier des hommes qui se battent furieusement entre eux pour des intérêts, des idées ou des mirages qui s'entrechoquent. Et capable aussi de les réunir, les rassembler tous au bas de la même tribune, pour leur faire chanter en chœur, à l'unisson, à la fois en arabe et en français. Nos fils et nos combats.